Bonjour à toutes et tous, bienvenue à ce webinaire sur les outils pédagogiques pour faire découvrir l'ESS en classe. Je me présente rapidement, je m'appelle Anne Lepochat, je suis responsable de la communication et de la sensibilisation à la CRES, donc Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire des Pays de la Loire. Donc, ce webinaire est organisé par l'ESPER et le réseau des CRES. C'est le troisième de la série, il y en a deux premiers qui ont été diffusés en mai et juin et que vous pouvez retrouver en réécoute sur le site notamment ressources de l'ESPER dont on parlera un petit peu plus tard et sur le site des CRES. Quelques petites consignes avant de débuter. Donc, les micros et les caméras sont fermés pour tous les participants, mais vous avez la possibilité de poser des questions via le petit onglet Q et R qui est en bas de votre écran dans la bande noire. Chaque intervention, chaque présentation d'outils sera suivie d'un temps de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fil de la présentation et ne pas attendre la fin, parce que ce n'est pas comme quand on est dans une salle où on peut poser des questions en levant la main. Là, il y a des personnes qui sont derrière l'écran et qui vont relever vos questions au fil de l'eau pour pouvoir les poser aux intervenants à la fin des présentations. Ce webinaire est enregistré comme les deux premiers, puisque nous souhaitons, après que les personnes qui sont absentes et qui ne peuvent pas le visionner aujourd'hui puissent le réécouter. Donc, il sera mis en ligne sur les sites. Et également, vous recevrez un questionnaire à la fin de ce webinaire pour voir si cela a répondu à vos attentes et si éventuellement vous avez d'autres attentes pour lesquelles on pourrait imaginer un autre temps ensuite. Roxane, je te laisse passer à la suivante, peut-être pour présenter le plan. Donc, le plan de ce temps de présentation de l'ESS, en quelques minutes, on va vous rappeler ce qu'est l'économie sociale et solidaire et pourquoi et comment l'enseigner. Et après, on entrera dans le vif du sujet sur la présentation de différents outils pédagogiques. Une première partie avec des outils qui sont plutôt autour de l'entrepreneuriat en ESS, avec trois dispositifs qui vous seront présentés. Et puis, en deuxième partie, on fera un focus sur plusieurs thématiques qui sont connexes à l'économie sociale et solidaire, avec 4 présentations également de différents outils. Et on fera une petite conclusion pour vous présenter un portail de l'ESS à l'école sur lequel vous pourrez retrouver tous les dispositifs pédagogiques à votre disposition. Alors, rapidement, l'économie sociale et solidaire, en quelques mots. Là, l'objet, ce n'est pas de faire un temps trop long là-dessus, puisque vous pourrez retrouver tous ces outils-là sur le site. Mais en quelques mots, donc l'économie sociale et solidaire, ce sont des structures qui partagent des principes, les 3 principes qu'on a énoncés ici, donc une finalité d'intérêt général ou collectif. Il y a aussi une notion forte de lucrativité limitée, puisque les bénéfices sont essentiellement au service du projet. Et puis la notion de gestion démocratique avec une personne égale une voix. Donc je perds mes mots. Enfin bref, ce principe, pardon, d'une personne égale une voix. L'économie sociale et solidaire, c'est également un cadre légal, puisque depuis le 31 juillet 2014, il y a une loi qu'on appelle loi Hamon, relative à l'économie sociale et solidaire, et qui marque la reconnaissance législative de l'économie sociale et solidaire. Et puis, c'est également des statuts, l'économie sociale et solidaire, puisque ça regroupe les associations, les coopératives, les mutuelles, les fondations et les sociétés commerciales de l'ESS. Sur la slide suivante, vous pouvez voir que l'économie sociale et solidaire, on la retrouve dans beaucoup de domaines d'activité, que ce soit dans le médico-social, que ce soit dans l'agriculture, dans la banque, l'assurance, le sport, la culture. Voilà, c'est très, très varié. Vous avez ce petit schéma qui vous permet de voir que dans votre vie quotidienne, vous êtes souvent en lien avec des structures de l'économie sociale et solidaire. Je vais m'arrêter là pour la présentation de l'ESS. Je vais passer la parole à Sylvie Cordès pour expliquer comment et pourquoi enseigner l'ESS à vos élèves. D'accord. Donc, bonjour tout le monde. Donc, je vais essayer de répondre à 2 questions. Première question, pourquoi enseigner l'ESS? Et la deuxième question sera, comment enseigner l'ESS? Est-ce qu'il y a des pistes à privilégier? Donc, pourquoi enseigner l'ESS? Donc, c'est la diapo suivante. Tout d'abord parce que l'ESS a une importance économique et sociale qui est élevée, puisqu'elle représente en gros 10% des emplois dans l'économie. Elle représente 10% du nombre des entreprises en France. Donc, c'est important qu'on sache qu'elle existe.
un deuxième argument est que l'ESS propose des formes d'organisation alternatives qui questionnent l'économie de marché. C'est aussi une autre façon d'entreprendre qui est différente des grands stéréotypes comme les multinationales, les entreprises individuelles. Et ce sont des organisations qui fonctionnent avec des valeurs différentes des valeurs dominantes dans les entreprises. Autre argument, ce sont des organisations dans lesquelles on tente de faire vivre une démocratie économique et donc elles s'éloignent du pouvoir de l'argent qui est dominant dans la société. J'ajouterai une cinquième raison qui est que ce mode de production s'inscrit dans notre histoire puisque dès le 19e, l'économie sociale et solidaire sous d'autres noms s'est quand même pas mal développée. Voilà. Alors, quelles sont les valeurs qui animent l'ESS? Donc, diapo suivante. Anne l'a un peu présenté dans sa définition. Les valeurs essentielles, c'est bien sûr la solidarité, la coopération, la liberté, la démocratie et l'égalité, le développement de l'homme. Je donne juste un petit exemple court parce que j'ai très peu de temps. En 1803, donc quelques années après la Révolution française, les gantiers de Grenoble sont ruinés. Donc, ils vont créer une mutuelle, ils sont ruinés puisque les nobles n'achètent plus les fameux gants, donc ils vont créer une mutuelle pour s'entraider. Ces valeurs de l'économie sociale et solidaire se déclinent en principes coopératifs, mutualistes, associatifs, et je rappelle ce qu'Anne vient de dire. Premier principe très important, la non-lucrativité ou la lucrativité limitée, c'est-à-dire que bien sûr que les entreprises de l'ESS ont besoin de faire du profit, mais ce n'est pas leur objectif majeur. Et la deuxième idée, c'est la gestion démocratique. Chaque personne dispose d'une voix dans la prise de décision et donc le pouvoir n'est pas lié à l'importance dans le capital, mais il est égalitaire entre les personnes qui y participent. Alors, une fois qu'on a posé ces valeurs, on va se demander comment enseigner l'ESS. Évidemment, on va répondre en cohérence avec les valeurs de l'ESS. C'est-à-dire qu'on va essayer tout mode d'enseignement est porteur de valeurs. Il n'y a pas de mode d'enseignement qui soit neutre. Donc, si on veut promouvoir la coopération, la solidarité, la pensée critique et constructive, l'autonomie individuelle, eh bien, il faut rompre avec les valeurs dominantes dans le système scolaire, qui sont l'individualisme, la hiérarchisation des élèves, la docilité, le classement, la concurrence, la compétition, pour faire autre chose. Dans la diapo suivante, je vais voir, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une bonne approche de l'enseignement de l'ESS? Y aurait-il une meilleure approche que d'autres? Et je réponds oui, absolument. Alors, je reconnais que là, mon propos est un peu caricatural, mais j'ai juste 5 minutes pour vous en parler. Donc, je vais dire oui, il faut rompre avec les pratiques pédagogiques dominantes et il faut faire de la construction du savoir. Parce que seuls les dispositifs de construction du savoir font vivre ces valeurs de l'ESS, c'est-à-dire la coopération, la solidarité, la pensée critique, le développement de l'homme. Et ils permettent aussi d'apprendre de réels savoirs et pas de répéter des savoirs apportés par un enseignant. Alors, on va essayer maintenant de définir ce que c'est que la construction du savoir dans la diapositive suivante. Apprendre. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'apprendre? Apprendre, c'est questionner des stéréotypes, résoudre des problématiques, construire des concepts, remanier des savoirs antérieurs, puisqu'un vrai savoir fait basculer les anciens savoirs et il faut remanier ce qu'on savait déjà, ces représentations du monde. C'est aussi être capable de réinvestir ce qu'on a appris dans d'autres situations. Ça passe par quoi? Ça passe par la mise en recherche des personnes qui se forment, des élèves, mise en recherche individuelle, mise en recherche collective, par des productions d'idées, par des débats, des conflits d'idées, des échanges, et aussi par des apports d'informations en situation par le professeur. Sous quelle forme peut-on faire de la construction du savoir? Sous la forme de travaux individuels, des travaux en petits groupes, en classe entière. Alors, j'insiste lourdement pour dire qu'un cours, même un cours actif, même un cours interactif, ou un dispositif pédagogique où on devine des réponses prévues à l'avance, empêche la réelle construction de savoir et docilise. Et ne permettent pas de créer de la coopération, etc. Donc, qu'est-ce que les élèves apprennent avec la construction de savoir? Ils apprennent les compétences nécessaires quand on vit dans l'ESS, c'est-à-dire ils apprennent à collaborer, à coopérer, à échanger, à gérer des conflits d'idées,
à remanier leur savoir antérieur, ils apprennent à vivre la démocratie et pas la docilité. Donc, dernière diapositive, qu'est-ce qu'il faut faire pour enseigner l'ESS? Le rôle des formateurs à l'ESS, ça ne va surtout pas être de parler de l'ESS en classe, ça va être de présenter ses valeurs, ses succès, mais aussi ses tensions, ses débats, ses contradictions, son histoire, et tout ça à travers des situations problèmes. Alors ça, évidemment, c'est difficile à faire. Le groupe ressources de l'ESPER produit des situations problèmes, des dispositifs, et les publie sur son site. Donc, je vous recommande de les télécharger, d'aller les voir. Et je vous présenterai tout à l'heure une étude de cas qui est la CAGET et qui se rattache aux valeurs que je viens de présenter. Merci. Je rouvre mon micro, pardon. Donc, on va rentrer maintenant dans la présentation concrète des différents outils pédagogiques qui sont à votre disposition parmi un grand nombre sur le site, mais on a choisi quelques-uns aujourd'hui. Donc, je vais passer la parole à Clémence Larty des PLOUC, qui va nous présenter un jeu de rôle qui s'appelle « Qu'est-ce que c'est ça ?» Et bonjour à tous, du coup, je suis Clémence Lartigue, la coordinatrice du réseau PLOUC. Alors, PLOUC, ça veut dire Projets locaux ouverts, utiles, collectifs et solidaires. Donc, c'est un réseau de l'ESS landais. Ce réseau, il a été constitué par des structures, des associations et une coopérative d'activité et d'emploi qui s'appelle Coaction, et des associations qui avaient comme caractéristique d'animer un lieu. Et donc, elles partageaient des difficultés, des valeurs et aussi une volonté collective d'un développement du territoire landais proche de ses habitants et en cohérence avec les besoins du territoire. Donc, de ce constat a émergé le réseau PLOUC qui s'est décliné en 3 volets d'intervention. Le premier, c'est la sensibilisation à l'ESS, du coup, qui est l'objet de ce webinaire. Le deuxième, c'est un incubateur de porteurs de projets. Et le dernier volet est justement tout ce qui est mutualisé par les structures du réseau, des formations et aussi éventuellement de l'ingénierie de projet. Et donc, c'est ce dernier axe qui a donné naissance à un jeu de rôle qui s'appelle « Qu'est-ce que c'est ça ?» donc, qui est le fruit de la mutualisation de compétences et de savoirs en termes d'animation, d'éducation populaire, voilà, des valeurs qui étaient partagées par les structures. Donc, ce jeu de rôle, il date de 2016 et depuis, il a été déployé, beaucoup bien sûr sur le territoire landais, en Nouvelle-Aquitaine et aussi un petit peu dans d'autres régions de France. Alors, l'objectif de Qu'est-ce que c'est ça, c'est de s'interroger sur l'économie sociale et solidaire et voir comment elle peut être un contre-pouvoir à l'économie actuelle. Comprendre aussi les différences fondamentales entre l'économie capitaliste et l'ESS et les différentes formes d'entreprises qui en découlent. Donc, le public ciblé, la tranche d'âge, alors après avoir beaucoup expérimenté, avant la 3e, ça nous paraît compliqué. C'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément avoir de connaissances précises sur l'économie et tout ça, mais ça nécessite quand même avoir une petite idée, avoir au moins une image quand on parle d'économie, de quoi ça parle. Donc, ce jeu, il s'organise autour de 4 entreprises qui sont sur un territoire fictif qui s'appelle Kessoa. Et donc, ces 4 entreprises, elles schématisent à elles seules les 4 types de structures d'entreprises qui existent sur notre territoire. Donc, il y a l'entreprise dite traditionnelle, capitaliste, assez importante en termes de taille, donc qui est System Paper. Nous avons ensuite la petite entreprise familiale incarnée par la SARL Michaud Papier. Et nous avons une coopérative LCPI et une association d'insertion, l'association Passerelle. Et donc, chacune de ces entreprises va être incarnée par les participants. Donc, ils vont avoir des fiches personnages qui vont être assez riches, ces fiches personnages, vu que ça va donner un peu de corps au jeu de rôle, vu qu'on va donner des caractères, des compétences, des valeurs à chacun des employés qu'ils vont devoir jouer pendant toute la durée du jeu.
Il y a un bon moment au début, ils doivent vraiment se saisir de cette entreprise et de leur rôle, bien comprendre aussi comment se passe la gouvernance dans leur structure, quelle est leur place, ce qu'ils doivent faire et les objectifs financiers que doivent atteindre chacune de ces entreprises. La partie dure environ 2 heures, 2 heures et demie, en fonction de la taille du groupe, bien sûr. Et pendant toute cette durée de la partie, il y a des événements qui vont venir perturber le fleuve tranquille, le rythme de croisière que chaque entreprise aura à trouver. Et ils vont devoir s'adapter pour toujours avoir comme objectif d'atteindre leurs objectifs initiaux. Donc ce jeu, il permet vraiment de mettre en évidence les différentes tailles de structure en mettant un accent sur le mode de gouvernance, sur aussi le sens qu'on donne au travail. Il permet de découvrir le modèle coopératif, qui est quand même une structuration juridique assez peu connue. Et également l'association Passerelle, du coup, pour montrer aux élèves qu'une association n'est pas constituée uniquement de bénévoles et que vraiment, il peut y avoir des emplois stables avec de vraies convictions qui sont portées dans plein de projets. Voilà. Donc là, vous avez une photo de comment ça se déroule. Donc, le produit qui est vendu par toutes ces entreprises, ce sont des sacs en papier réalisés à base de papier journaux. Voilà, que l'on récupère. Du coup, il y a pas mal de travail de logistique en amont. Et le déploiement du jeu, une fois cette logistique mise en place, est assez facile. Voilà. À la fin de cette période de production, il y a un journal télévisé d'animé par certains élèves et un des animateurs du jeu, pour que les élèves qui forcément ont eu un rôle dans une seule entreprise puissent avoir une visibilité d'ensemble sur ce qu'il s'est passé. À travers ce journal télévisé, il y a aussi la volonté de mettre en évidence les différences de mode de fonctionnement des différentes entreprises et quels conflits ça a pu générer, quelles solutions ont été trouvées au fur et à mesure du jeu. À la fin du jeu, il y a un temps de débriefing et de mise en perspective de ce qui s'est passé pour essayer de comprendre et de savoir comment on peut agir à son échelle, éventuellement réfléchir voilà, à la gouvernance dans laquelle les élèves éventuellement se sentiraient le plus à l'aise et pourquoi. Voilà. Ensuite, ça dépend vraiment des axes de développement que vous souhaitez approfondir suite à ce jeu, et il y en a un certain nombre. Voilà. Merci Clémence pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions dont Natacha ou Mathieu voudraient nous faire écho? Oui, alors il y a quelques questions du coup par rapport au jeu Qu'est-ce ça, notamment quelqu'un demande si le jeu est envisageable avec des élèves de la SECPA. En fait, ça dépend. C'est-à-dire que je pense que ça dépend vraiment du groupe. Ça dépend du groupe et il faudrait plutôt échanger avec l'enseignant sur voilà, comment il perçoit ses élèves. Est-ce qu'ils vont pouvoir… je pense que ça dépend vraiment des groupes. Je ne veux pas donner une règle qui serait applicable pour tous. Ça dépend, vraiment. Moi, je pense que tout est adaptable. Ça demandera bien sûr du travail peut-être sur les supports, mais bon, c'est envisageable. Autrement, deux autres petites questions, peut-être rapidement. Le jeu est-il disponible sur d'autres territoires? Alors, normalement, notre jeu, il est téléchargeable sur notre site, plouc.fr. Vous pouvez le télécharger. Actuellement, nous sommes en train de travailler les supports de ce jeu, parce que si vous les téléchargez actuellement, ça va demander beaucoup d'impression pour qu'on puisse le réutiliser, donc de plastifier. Voilà, ça demande vraiment beaucoup de logistique. Donc là, on essaie de réfléchir à des supports plus allégés qui seraient plus accessibles pour le déployer de façon plus dense sur l'ensemble du territoire. Mais on peut toujours actuellement le télécharger. Il y a encore le temps pour une ou deux questions, s'il y en a d'autres.
Oui, alors il y a quelques autres questions, ça arrive pas mal. Notamment, quelle est la durée pour ce jeu? Et du coup, ça rejoint aussi une autre question sur le temps de préparation à prévoir en amont. Ok. Alors, ce jeu, il y a besoin de 3 heures pour aller du début jusqu'à la fin du débriefing, donc qui est hors jeu, mais qui est quand même nécessaire, parce que le jeu tout seul ne pourra pas permettre cette prise de conscience que l'on souhaite derrière ce jeu de rôle. Dans la préparation en amont, il y a besoin de 2 animateurs minimum pour réaliser ce jeu. Alors nous, à Kessessa, on a déjà réalisé des sessions de formation pour former des animateurs. Et je pense que ça a été fait aussi à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine pour atteindre des territoires qui étaient un peu plus loin que nous. Si on n'est pas formé au jeu, ça va demander quand même du temps de préparation et du temps d'imprégnation, parce qu'il y a quand même beaucoup de support. Enfin, ça demande, je dirais, une journée de travail pour s'imprégner du jeu, de comprendre le mécanisme et le dérouler. Mais tout est vraiment bien détaillé, c'est-à-dire que dans les documents à télécharger, il y a des tableaux qui décrivent minute par minute ce que les animateurs doivent faire pour que le jeu se déroule bien. Donc en fait, je dirais la meilleure préparation, c'est de le tester avec ses collègues une première fois et ensuite vous serez prêt à le faire avec vos élèves. Encore une dernière question peut-être? Une dernière, très bien. Alors, peut-être deux rapidement, puisqu'il y en avait une qui rejoint un petit peu les précédentes questions. Est-ce que le jeu peut être coupé sur plusieurs temps de cours? Et également, est-ce qu'il y a la possibilité de solliciter un animateur extérieur du coup? Alors oui, il est possible de solliciter un animateur extérieur, c'est complètement possible. Après, il y aura bien sûr la question du budget qui se posera. Alors, il est aussi possible, je pense, de le découper sur plusieurs sessions de cours. Voilà, mais par contre, ça va demander aussi du travail pour un découpage cohérent. Voilà. Mais ça me paraît possible. Ok, on va peut-être arrêter là sur Qu'est-ce que c'est ça. Juste pour les personnes qui auraient posé des questions et à qui on n'a pas pu répondre, donc pas de frustration. On fera à la fin, comme on a fait pour les autres webinaires, quand on le mettra en ligne sur le site, une petite foire aux questions pour les principales questions auxquelles on n'a pas pu répondre. Donc, il ne faudra pas hésiter à revenir voir à ce moment-là. Roxane, si tu peux passer la slide suivante. Il y a un autre jeu aussi dont je vais vous parler juste en une petite minute qui ressemble un peu au jeu Qu'est-ce que c'est ça, qui est aussi un jeu sur l'entrepreneuriat en ESS qui s'appelle Entreprise à valeur ajoutée, qui a été créé par l'IRESA, donc qui est un réseau local de l'ESS en Maine-et-Loire. C'est un jeu qui est téléchargeable sur le site ressources. On vous enverra le PPT, donc vous aurez le lien pour pouvoir le télécharger. C'est aussi un jeu autour de la création d'entreprise avec là 5 activités différentes. Donc c'est un jeu de plateau avec des cartes et puis un guide d'animation qui est très détaillé. Il se fait sur un temps qui peut être plus court. Il y a des propositions d'animation de 1 heure à 2 heures à une journée. Donc, c'est vraiment vous qui voyez comment vous voulez l'animer. Et puis, il est assez simple en termes de matériel à préparer en fait pour animer ce jeu-là. Donc, je vous invite aussi à regarder. Ça peut être complémentaire, ça peut être aussi une première étape. Donc, n'hésitez pas à regarder aussi cet outil-là. Maintenant, ça va être à ton tour, Roxane, de présenter l'autre jeu Success. Oui, bonjour à tous. Je me présente Roxane Deschamps. Moi, je travaille à la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire d'Île-de-France. Et du coup, je vais vous présenter un jeu qu'on a co-développé avec l'Atelier, qui est une ancienne structure de l'économie sociale et solidaire qui était à Paris. Du coup, je vais vous parler du jeu Success, du kit plutôt Success. Donc, Success, c'est un kit de sensibilisation, c'est-à-dire qu'il comprend des fiches, outils que vous pouvez utiliser. Donc, c'est une série de 5 fiches. L'une vous permet notamment de pouvoir aborder d'abord des notions permettant d'expliquer ce qu'est l'économie sociale et solidaire en classe.
notamment quels sont aussi qu'est-ce que ça veut dire d'être entrepreneur ou de travailler dans ce secteur-là, comment est-ce qu'on parle du sens aux élèves, le sens que l'on pose sur le travail quand on veut faire. Il y a aussi du coup des fiches autour de jeux brise-glace et après sur des fiches sur comment est-ce que vous positionnez pour permettre du coup de mieux gérer les espaces, de mieux permettre la communication entre les élèves, de mieux restituer du coup les travaux que font les élèves. Donc ça c'est tout un petit kit de fiches. Donc ça c'est accessible gratuitement. Vous pouvez le retrouver sur le site Ressources ESS qu'on vous présentera plus tard. Donc voilà, ça c'est des exemples de fiches. Donc là c'est celle pour parler sur l'ESS notamment. C'est 2 d'entre elles. Donc comme vous voyez, on peut parler d'emploi, on peut parler de faire parler les compétences, comment mettre en valeur ses compétences dans la recherche de son travail, de son futur travail. Donc ensuite c'est 3 jeux Success. Donc le premier s'appelle Succès Garanti. Donc l'idée c'est de représenter le parcours d'une création d'une activité. Donc comme vous voyez en bas à droite, il y a un mini plateau de jeu. Et du coup, c'est de partir de l'idée du projet et d'aller du coup jusqu'à son financement final. Donc l'idée c'est que sur chaque étape, en fait, on va poser des questions à des groupes de jeunes. Voilà, des exemples de questions. Donc des questions en lien avec l'étape du financement, des questions en lien avec l'étape de l'idéation, des questions en lien avec l'étape de l'accompagnement, etc. Le jeu est intéressant. Cela dit, il y a des questions qui sont assez pointues. Donc je le préconiserai plus à des lycéens ou prenez soin de sélectionner vos questions si jamais vous voulez en faire usage. Ensuite, il y a le jeu des solidarités. Donc, ça ressemble, si vous connaissez, peut-être que certains d'entre vous connaissent le jeu du commerce mondial. C'est une version simplifiée du jeu du commerce mondial où l'idée, c'est du coup, pour les élèves, sur une demi-heure, le but, c'est de fabriquer des cubes en papier. On va faire 4 groupes. Et en fait, selon les groupes, la répartition entre le matériel et les feuilles pour faire les cubes vont être différentes. C'est-à-dire qu'il y a 2 groupes qui seront beaucoup dotés en matériel et très peu en feuilles, et 2 autres groupes qui seront beaucoup dotés en feuilles et très peu en matériel. Et l'idée de ce jeu, c'est un peu de permettre pour les jeunes de se représenter les rapports entre du coup les pays qui sont beaucoup dotés en matériel productif et ceux qui sont beaucoup dotés en ressources. Donc un peu comme on peut voir sur les pays du Nord et les pays du Sud, et de voir comment en fait ces élèves cherchent ou non à coopérer pour essayer d'atteindre leurs objectifs. Donc ça permet de parler des rapports nord-sud de l'appareil productif dans les pays du coup, occidentaux, dirais-je, et les pays qui sont un peu moins bien dotés, mais qui ont toutes les ressources. Donc le jeu est hyper intéressant, mais il faut être capable du coup de discuter de ça et être en tout cas d'avoir assez de connaissances pour pouvoir après rebondir, parce que juste leur faire des cubes en papier n'a pas de sens si on n'est pas capable de rebondir et de parler des rapports nord-sud. Et enfin, le dernier jeu s'appelle le jeu des solutions. Donc, je l'utilise moi beaucoup quand j'interviens en classe. Ça permet en fait de proposer aux jeunes de réfléchir à un projet, mais avec des contraintes. Donc, l'idée, c'est que c'est un jeu de cartes. Donc, assez simple. Il y a des cartes, comme vous pouvez le voir, territoire, problématique, secteur d'activité et méthodes et principes de l'économie sociale et solidaire. Et en fait, sur chaque carte, en fait, on peut donner une carte territoire, problématique, secteur d'activité et méthode, principe au hasard à chaque groupe de jeunes. Et du coup, chaque jeune va devoir composer avec ces cartes pour essayer de penser un projet. Ça peut être très bien en fait quand on veut débuter une session de sensibilisation sur l'ESS, quand on veut faire émerger des idées, parce que les jeunes n'ont pas forcément beaucoup d'idées au départ. En tout cas, quand on fait des brainstorms, au début, ça peut être assez compliqué. Et du coup, faire ce jeu en amont, étant donné qu'ils vont tous penser des projets différents et qu'après, ils vont les restituer, les présenter à la classe, ça leur permet chacun de se nourrir des idées des uns des autres, des problématiques, des secteurs qu'ils ont pu voir, des territoires, etc. Donc, voilà, un exemple concret de ce que ça peut donner. Voilà, un groupe peut avoir la question du tri des déchets dans les commerces du centre-ville, avec du coup, comme méthode et principe qu'il faut respecter, d'avoir un impact carbone hyper positif. Donc voilà, à partir de là, ils vont essayer de développer
du coup une idée de projet qui pourrait répondre à toutes ces conditionnalités. Donc voilà pour le jeu des solutions. Pardon. Voilà. Si vous avez des questions sur ces jeux-là, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des questions qui sont remontées avec l'outil QR? Alors, pas pour le moment. D'accord. Bah, on va poursuivre hein, parce qu'il va y avoir une dernière présentation d'un outil autour de l'entrepreneuriat et puis peut-être qu'à l'issue de cette présentation, il y aura des questions qui concernent les différents projets présentés. Donc, on y répondra de façon collégiale si besoin. Donc, je vais passer la parole à Éléonore Vinet de Concordia pour l'outil Hackathon. Bonjour à tous. Du coup, je me présente. Donc, Éléonore Vinet. Je travaille à Concordia, qui est une association née en 1950 à la suite de la Seconde Guerre mondiale et dans une volonté de faire renaître des valeurs de paix après la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est une association à la base qui est plutôt fixée à travers des chantiers internationaux. Mais depuis 2010, on est aussi sur le service civique. Et depuis 2015, on a un groupe de personnes en service civique dans des associations de l'ESS qui s'appelle donc l'ESS Team et qui sensibilise aussi d'autres jeunes à l'ESS. Donc, de ce groupe-là est née une formation au début d'une semaine qui permet à ces jeunes de se former à l'ESS et qui finalise cette formation par un hackathon, donc ce dont je vais parler tout à l'heure. Ce mini hackathon, il a été remodelé à l'échelle du coup d'1h30 puisque à la base le hackathon c'était 24 heures et c'est un peu un marathon de projet et d'où le nom hackathon. Donc là, le mini hackathon qui a été ensuite développé sur une durée plus courte sert à montrer qu'on peut construire donc une structure économique qui répond à un intérêt général et qui permet de découvrir l'ESS vraiment par la pratique du projet. Donc, il y a donc de 6 à 30 personnes pour ce jeu-là, puisque c'est en équipe, avec de 3 à 5 personnes par équipe. C'est vrai qu'il est préférable d'avoir eu une petite présentation de l'ESS avant de faire cette activité-là. Donc, le jeu a été réduit à peu près à une durée d'1h30 pour ce mini hackathon. Donc ensuite, le but de ce jeu, c'est de disposer plusieurs petites affichettes thématiques qui ont soit donc, en lien avec l'ESS sport, il y a inclusion sociale, environnement, on peut aussi mettre alimentation, logement, etc. Et que chaque personne se positionne par rapport à la thématique qu'il préfère. Et ensuite se forment les groupes. Et à partir de là, chaque groupe est amené à penser aux problématiques qui sont en lien avec la thématique choisie. Donc, le but, c'est vraiment de faire sortir le plus d'idées possible de cette thématique-là et de faire un brainstorming sur des problématiques liées, par exemple, à l'environnement. Donc, une fois cela fait, on essaye de se focaliser sur une seule problématique et ensuite d'en trouver des solutions. Donc, à partir d'une problématique choisie par le groupe, essayer de trouver des solutions à cette problématique-là. Et une fois la problématique choisie, on passe donc de l'idée au projet. Donc, ça, c'est la slide suivante. Donc, voilà, il y a une première phase d'idéation, donc là, de brainstorming des problématiques et du choix d'une solution. Et ensuite, une phase de l'idée au projet qui permet de répondre à un certain nombre de questions pour constituer un projet suite à la solution choisie. Donc, voilà, vous avez des exemples de questions qui permettent de créer à la suite de ça un projet qui serait en lien avec la solution choisie. Donc, vous avez quelle est l'innovation par rapport à d'autres acteurs dans ce secteur, par exemple, qui sont vos clients, pourquoi, qui sont les bénéficiaires et pourquoi. Donc, voilà, donc ça, c'est vraiment une phase de réflexion du projet en groupe. Au fur et à mesure de ces phases-là, il y a bien sûr des animateurs qui passent dans les groupes
pour aussi beaucoup timer l'avancement du projet, puisque c'est vrai que c'est sur une période assez courte. Et donc, il est important de vraiment passer au fur et à mesure à l'étape suivante pour qu'à la fin, le projet puisse ressembler à un début de projet. Et ensuite, donc la dernière phase de ce dispositif, c'est vraiment de permettre à chaque groupe d'en faire une présentation et donc vraiment de pouvoir schématiser sur une feuille comment ils en sont arrivés là, quelles solutions ils ont identifiées à partir de quelles problématiques, qu'est-ce qu'ils ont imaginé comme solution, comment, pourquoi, etc. Et donc là, le but, c'est vraiment d'arriver à un petit pitch à la fin de 3 minutes pour réussir à exposer son projet aux autres groupes. Et donc là, chaque groupe passe les uns après les autres. Et il y a une phase de questions à partir de ça. Ensuite, à la fin, je vous ai mis un exemple de projet qui a été imaginé par certaines personnes de l'ESS Team cette année, mais donc eux qui avaient 24 heures de hackathon, donc c'était peut-être aussi un peu plus poussé. Donc là, l'exemple d'un projet qui sont partis d'une problématique de difficulté d'accès au logement pour les personnes donc LGBTQ+, et donc d'une insécurité au sein d'un logement. Et la solution, c'était donc d'essayer de faciliter l'accès au logement pour cette communauté. Ils ont donc décidé de créer une association de mise en relation des personnes LGBTQ+, ayant des difficultés à trouver un logement et des propriétaires colocataires fiables et bienveillants. Du coup, voilà un peu l'idée de projet qui peut ressortir suite à des problématiques identifiées et à des solutions imaginées. Donc voilà, je ne sais pas s'il y avait des questions. Alors, je laisse Mathieu et Natacha faire remonter des questions. J'ai cru voir qu'il y en avait une qui concernait l'intervention de Roxane déjà. Oui, effectivement, il y a quelques questions plutôt sur l'intervention de Roxane précédente à celle-là. On les note et puis on y répondra éventuellement dans la FAQ peut-être. Bien. Peu importe. Du coup, et sur le hackathon, est-ce qu'il y a des questions? Alors sur le hackathon, pour le moment, il n'y a pas de questions. J'ai cru voir un moment une question juste qui peut concerner tout le monde. Il y avait une question sur le fait de savoir si le PPT sera envoyé à l'ensemble des participants. Oui, le PPT sera envoyé, donc vous aurez les liens, vous pourrez y retrouver tout ce qui a été présenté aujourd'hui. Du coup, s'il n'y a pas de questions, on va pouvoir peut-être passer à la deuxième partie qui, elle, moins sur les… Alors là, on a fait des projets plutôt entrepreneuriaux. On va passer sur la partie 2 avec des thématiques connexes à l'ESS. Et on va commencer par la thématique du commerce équitable avec Erika Giraud d'Artisans du Monde. Erika. Oui, pardon, j'avais oublié d'allumer mon micro, désolée. Pas de problème. Classique. Bonjour tout le monde. Oui, je viens vous parler de l'éducation au commerce équitable juste parce que finalement, j'ai eu un peu de difficulté à choisir un des outils qu'on utilise. Donc, je me suis dit qu'en 10 minutes, je pouvais vous présenter un peu l'activité d'Artisans du Monde qui est de mener des projets éducatifs dans les établissements scolaires ou autres milieux éducatifs d'ailleurs. Voilà, je vous présente ça en 10 petites minutes. Artisans du Monde, c'est un mouvement associatif qui existe depuis 1974 et qui s'est doté, en plus de l'activité commerciale que l'on connaît assez bien, qui s'est doté aussi d'une mission d'éducation, de sensibilisation, de prise de conscience des dysfonctionnements du système économique mondial
Et donc, c'est dans ce cadre-là que nos équipes en France métropolitaine mènent tout un tas d'animations, d'interventions ponctuelles, de projets d'année, etc. Donc, là, j'ai quelques petits chiffres. Donc, c'est environ 260 personnes qui interviennent sur toute la France métropolitaine, 1300 interventions l'année dernière, plus 115 projets d'année. Voilà. Donc, les intentions pédagogiques d'Artisans du Monde, c'est de permettre aux jeunes, à quiconque d'ailleurs, de comprendre l'articulation du système économique mondial et de les sensibiliser sur des alternatives économiques. Voilà. L'idée, c'est on fait partie de la mondialisation, quoi qu'il arrive, du système de libre-échange, puisqu'on est des citoyens consommateurs, des citoyennes consommatrices. Et l'idée, c'est de pouvoir permettre aux personnes d'avoir des clés de compréhension, de comprendre de quoi il s'agit pour pouvoir agir aussi à son tour. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on fait partie de ce webinaire, puisqu'on parle beaucoup d'alternatives économiques et notamment de l'ESS et du commerce équitable. D'abord parce que notre thème privilégié, c'est de re-questionner les modes de production, distribution, consommation qui existent aujourd'hui, et puis de pouvoir faire comprendre les autres, les alternatives qui existent dans ces modes de production, distribution, consommation. On intervient aussi sur des questions de lutte contre les dérèglements du climat, sur les questions de genre aussi, sur les luttes contre les inégalités plutôt économiques, et bien sûr sur la création d'alternatives économiques, comme je vous l'ai dit. Nos manières de faire ça sont plutôt des méthodes actives et participatives. Là, l'idée, comme disait Sylvie tout à l'heure en introduction, l'idée, c'est quand même de mettre les gens en action et de faire pratiquer l'ESS ou le commerce équitable pour pouvoir permettre aux jeunes ou aux personnes de mieux s'approprier les mécanismes. Donc, on anime des programmes pédagogiques, on crée des dispositifs et des outils pédagogiques. Et on a aussi toute une activité de formation d'animateurs, d'animatrices, d'enseignants, d'enseignantes. Enfin, voilà, on a toute une activité de formation aussi pour pouvoir permettre d'élargir la communauté éducative sur ces questions-là. Voilà. Tu peux passer, s'il te plaît, Roxane, la diapositive, s'il n'y a pas de questions. Allô, allô? Alors, n'hésitez pas à poser vos questions, parce qu'elles arrivent un petit peu après. Donc, voilà, mettez-les au fil de l'eau, qu'on puisse les poser à la fin de la présentation. Donc, comme je vous disais, un des moyens d'action du mouvement Artisans du Monde, c'est de fabriquer des outils pédagogiques. Alors, on en a un certain nombre qui sont en téléchargement libre sur notre espace multimédia. Donc, si vous avez le diaporama à la fin, tout ce qui est en bleu souligné, ce sont des liens actifs. Vous pourrez aller piocher dans ce diaporama pour savoir où se trouvent les outils. On a un certain nombre de fiches thématiques qui parlent de... Alors, ça s'appelle les fiches en savoir plus. C'est surtout des fiches un peu sur des apports de connaissances, les mécanismes du commerce équitable ou les agricultures paysannes, où on a plus de... Voilà, on a soit des fiches sur les mécaniques du commerce équitable ou alors sur les thématiques qui nous sont proches. Donc les critères, les labels, se retrouver un peu sur ces choses-là. Voilà. Ensuite, on a tout un tas de petites vidéos, c'est des témoignages de partenaires avec qui on travaille. Donc, c'est des petites capsules de 5 minutes. Ils nous parlent de pourquoi ils font du commerce équitable, pourquoi ils sont dans ces circuits quand je dis partenaires, ce sont les producteurs, les productrices, les artisans, les artisanes qui produisent les produits qu'on vend dans les magasins associatifs. Et on a aussi des films documentaires de 10 à 15 minutes qui sont adaptés là plutôt à un visionnage en milieu scolaire pour pouvoir faire des débats, etc. dessus. On a aussi tout un tas de trames de jeux à télécharger sur cet outil, sur cet espace multimédia, comme par exemple le jeu du commerce mondial, le jeu du pas en avant, etc. Des trames aussi sur le cacao, etc. Le jeu du commerce mondial, je reviens un petit peu dessus parce que c'est vrai que c'est un outil assez phare du mouvement Artisans du Monde. L'idée, c'est de mettre les jeunes en situation de production, un peu comme le jeu des cubes que Roxane a présenté, sauf qu'en plus, il y a la dimension
économique. Et voilà, on peut jouer jusqu'à 25 personnes. On fait partie d'un pays et le but du jeu, c'est que notre pays gagne le plus d'argent possible. Voilà, donc on va avoir toute une phase de production et comme dans le jeu des cubes, on n'a pas les mêmes matériels si on est en France ou aux États-Unis ou plutôt en Tanzanie ou au Brésil. Pardon. Excusez-moi. Et ensuite, voilà, donc on a tout un tas de jeux comme ça pour sensibiliser et faire prendre conscience. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Faire prendre conscience des inégalités, etc. Et ensuite, on a un deuxième, d'autres outils pédagogiques qu'on peut trouver en vente sur notre boutique en ligne. Donc, on a une boutique en ligne d'outils où on va retrouver des mallettes pédagogiques plus adaptées à des filières, avec des études de filière, tout savoir sur le marché mondial du cacao, du café, du sucre. Voilà, sur celle du Liban, c'est plutôt sur les identités culturelles et alimentaires aussi. Ces mallettes, elles sont composées donc des études de filière, de supports audiovisuels, que ce soit des documentaires ou des expos, etc. Et d'un manuel pédagogique avec des propositions de trames, de jeux. Celle sur le cacao, par exemple, on a tout un tas de trames pédagogiques qu'on peut faire sur 1 heure de cours, etc. Donc, ça peut nous suivre sur toute une année assez facilement. Il y a aussi pour les cours d'espagnol, on a des portraits sonores des producteurs, etc. Donc, c'est assez complet. Et là, on a réussi à sortir en partenariat avec le réseau Canopé, c'est le réseau de création de ressources pédagogiques de l'éducation nationale, 2 outils pour sensibiliser sur la consommation responsable. Donc là, je vous ai mis le lien aussi pour se procurer des codes et avoir accès à tout un tas de jeux, de trames et de fiches thématiques avec une entrée programme scolaire, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait un outil, on réfléchit à comment est-ce qu'il peut être utilisé et en rapport avec avec quel cours dans le programme scolaire. Donc, on essaye à chaque fois de pouvoir présenter des trames qui soient transversales à plusieurs matières. Et voilà. Donc, je pense que c'est bon pour les trames et les jeux. Je voulais simplement vous parler d'une dernière chose. C'est un dispositif qu'on a lancé l'année dernière, il y a 2 ans, qui s'appelle Jeunes ambassadeurs de commerce équitable. Et là, l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que les gens pratiquent le commerce équitable. On l'a lancé, ce dispositif, en partenariat avec un lycée professionnel qui a une filière vente. Et l'idée, c'était de créer à l'image des associations artisans du monde qui font de la vente, du plaidoyer et de l'éducation. Eh bien, les jeunes de ce lycée se sont retrouvés en tant qu'acteurs de commerce équitable et ils ont organisé, géré une boutique pédagogique avec les produits du commerce équitable, hein, pas que ceux d'artisans du monde d'ailleurs, hein, ce n'est pas une histoire de faire la promotion de la marque Artisans du Monde, c'est surtout pour pouvoir parler des producteurs, des intérêts qu'on a de faire un commerce équitable, de créer un commerce équitable ou une économie solidaire. Ensuite, les jeunes se mettent aussi en situation de plaidoyer pour aller organiser un repas. Donc, ils vont voir le chef d'établissement, ils essayent de négocier pour pouvoir faire un repas équitable pour tous les élèves, etc. Créer une association, voilà. Enfin, bon, il y a plein de choses. Et on a aussi un groupe de jeunes qui a créé un jeu qui s'appelle Mondiatino, qui est disponible. Là, je vous ai mis le lien dans le diaporama, hein, donc vous pouvez tout télécharger, etc. Et ça, c'est un jeu qui a été créé par des lycéens et pour les lycéens pour expliquer les mécanismes du commerce dominant et sensibiliser sur ceux du commerce équitable. Voilà. Et enfin, dernier dispositif, ça, c'est quelque chose qu'on a créé aussi avec la plateforme française de commerce équitable qui s'appelle Commerce Équitable France. Et l'idée, c'est de permettre aux établissements qui s'engagent d'avoir une visibilité voilà, un peu plus importante avec un label. Donc, c'est le label École de commerce équitable. Alors, on a label école, collège, lycée, université, etc. de commerce équitable. Et voilà, l'idée, c'est de faire un petit concours pour pouvoir rendre visible notre engagement en faveur du commerce équitable ou de l'ESS
voilà, sur son territoire, quoi. Et bien voilà, je crois que j'en ai fini. Je peux répondre à des questions s'il y en a. Si on n'a pas, c'est pas grave. Merci Erika. Alors, on se rend compte que les questions elles arrivent un peu après les témoignages, donc il y a Natacha et Mathieu qui essaient d'y répondre un petit peu au fil de l'eau, mais ce qu'on peut faire, c'est on va continuer de présenter les différents dispositifs et on pourra se réserver un temps à la fin s'il y a vraiment des questions un peu récurrentes pour éviter les frustrations. Donc on fera ça plutôt à la fin parce que sinon ça obligerait à attendre un petit temps que les gens posent leurs questions et ça ferait des blancs dans notre déroulé. Donc on va poursuivre avec les autres dispositifs. Oui, Anne, on a quand même une question, je pense qu'on peut généraliser. La question, c'est l'association Artisans du Monde intervient-elle sur Bordeaux? Et je dirais, j'ai envie d'élargir sur quel territoire l'association peut intervenir. Alors, donc Artisans du Monde, c'est un mouvement associatif qui se déploie sur toute la France. Donc, il y a forcément une association Artisans du Monde à côté de chez vous. Est-ce qu'il y a des bénévoles qui sont porteurs d'animation de projets pédagogiques? C'est fort possible. Comme je disais un peu en entrée, on a à peu près 270 personnes qui sont dans des commissions éducation locale sur toute la France. En fait, ça, vous pouvez trouver toutes les coordonnées du mouvement, des associations près de chez vous, sur le site internet d'Artisans du Monde, c'est artisansdumonde.org. Voilà, et puis sinon, n'hésitez pas à me contacter et puis on trouvera forcément l'interlocuteur ou l'interlocutrice qui pourra répondre à vos demandes. Voilà, sachant qu'on a 130 assos en France, je pense qu'on devrait pouvoir y arriver. Et puis en fait, il y a aussi d'autres acteurs de commerce équitable qui peuvent intervenir sur ce rayon-là. Puis, il y a aussi toutes les assos du réseau Ritimo aussi qui interviennent sur les mêmes thématiques que les nôtres et même plus. Et donc là, il y en a aussi partout sur le territoire. Donc voilà. J'espère avoir répondu à la question. Sinon, vous me la reposerez. Merci Erika. De la même façon, tout à l'heure, j'avais présenté très rapidement le jeu Eva. Là, je vais vous dire deux mots d'un autre jeu qui s'appelle le Traité ZZ qu'on ne pouvait pas présenter ici, faute de temps. Donc, c'est un jeu de plateau qui a été créé par deux associations bretonnes de Rennes et qui a pour objet de montrer des initiatives de l'économie sociale et solidaire à travers le monde autour l'objectif des joueurs, c'est plutôt d'empêcher un traité de libre-échange dans le monde en proposant des initiatives de l'ESS. Donc, c'est un jeu où les joueurs se lancent des défis. C'est un jeu de plateau qui dure à peu près 1h30 à 2h, qui peut se jouer avec des élèves à partir de la fin de collège et à partir de 4 joueurs et possiblement jusqu'à 12. Donc, je ne vais pas m'étendre plus sur cet outil-là. Sachez que vous pouvez le retrouver, donc il y a le lien sur cette slide-là. Il y a une vidéo qui a été faite par une enseignante-chercheuse de Rennes qui est dans les créatrices de ce jeu-là pour expliquer, c'est une petite vidéo d'une dizaine de minutes pour vous expliquer comment jouer et c'est assez pédagogique, donc vous pouvez vous en emparer après assez facilement. Donc, je vais maintenant passer la parole à Sylvie Corbès pour la présentation d'une étude de cas, la CAGET. D'accord, merci. Donc, tout à l'heure, j'ai expliqué qu'au sein du groupe ressources, on se préoccupe beaucoup des valeurs de l'ESS et qu'on s'appuie sur ces valeurs pour enseigner l'ESS. Donc, je vais vous donner un exemple de dispositif produit par notre groupe qui porte sur la CAGET, qui est une coopérative de consommateurs qui a été créée à Montpellier, elle a ouvert à Montpellier en 2017. Donc, pourquoi ce sujet? C'est la diapositive suivante. Nous avions deux objectifs. Donc, ce qui nous intéressait dans cette étude de cas, c'était de travailler la notion de démocratie dans les organisations de l'ESS. Et la deuxième piste qui nous a été soufflée par des classes de collège qui voulaient travailler sur ce sujet-là, c'était les modes d'approvisionnement. Peut-on et comment faire pour reprendre la main sur son approvisionnement personnel pour consommer différemment? Qu'est-ce qui nous a intéressé dans le fait de travailler sur une coopérative de consommation? D'abord parce que c'est une structure de l'ESS, ensuite parce qu'elle s'inscrit dans notre histoire, puisque au 19e siècle, il y a eu un gros développement des coopératives de consommateurs. Donc, c'est intéressant de voir le nouveau dynamisme de l'ESS à travers ces nouvelles structures qui se créent à l'heure actuelle un petit peu partout en France. Donc, ça répond à des préoccupations, le bio, les circuits courts,
Donc, ça intéresse les élèves de collège, de lycée et au-delà. Et puis, c'est un cas qui est réussi bien. Enfin, c'est une entreprise qui réussit bien. Donc, nous cherchons quand même à diffuser les situations porteuses d'optimisme pour l'économie sociale et solidaire. Le dernier point, c'est que c'est une aventure. On a construit en fait l'étude de cas au fur et à mesure que la cagette se construisait. Donc ça, c'était aussi intéressant pour nous. Alors là, le déroulement donc la diapositive suivante, le déroulement de la séance. Donc la séance dure 2 heures pour que ce soit plus facile pour les collègues qui enseignent en lycée ou collège ou à la fac de l'animer. On commence évidemment, le prof commence par une introduction d'une dizaine de minutes, on accueille les élèves, on les sécurise, on essaie de les impliquer, on essaie d'éveiller leur curiosité et on leur projette une vidéo de présentation de la cagette qui est assez marrante, un peu décalée, qui présente le projet. Elle dure 1 minute 30, donc vous avez le lien sur la diapositive. Voilà. Et dans la phase suivante, on demandera aux élèves d'utiliser les éléments qu'ils ont entendus dans cette très très courte vidéo. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, dans la construction du savoir, on passe par des phases de travail individuel, puis de travail en petits groupes, puis de travail en grands groupes. Cette phase de travail individuel a l'objectif d'impliquer les élèves dans la situation qu'on leur propose. C'est-à-dire que ce qu'on craint beaucoup dans les situations de travail collectif, c'est, entre guillemets, les grandes gueules, ceux qui prennent le pouvoir, ceux qui empêchent les autres de réfléchir, qui coupent la parole, etc. Donc là, on demande à chacun de réfléchir par écrit et avant d'aller se retrouver en travail de groupe. Comme ça, après, il aura un support à défendre devant les autres et ça limitera un peu les prises de pouvoir. Donc, dans cette phase, donc à chaque phase de travail, on donne un document. On s'est limité à une seule page parce que sinon, les élèves trouvent que c'est trop long. Et attends, je n'ai pas fini la phase individuelle. Donc, sinon, les élèves trouvent que c'est trop long, ça les décourage. Donc, matériellement, c'est important d'avoir un support qui leur paraisse pas trop long. Donc, dans ce travail individuel, la situation que vous avez affichée en haut de la diapositive, c'est en octobre 2015, 4 copains vont faire leurs courses, ils se rendent compte que le supermarché où ils sont allés ne leur convient pas du tout et ils se disent il faut quand même qu'on reprenne la main sur notre alimentation, qu'on puisse se nourrir correctement pour pas trop cher. Donc, on va faire quelque chose et ils décident de créer leur association pour préparer l'ouverture d'un supermarché coopératif. Donc, la consigne qu'on donne aux élèves, c'est voilà, vous faites partie de ce groupe de copains, vous écrivez un courriel à tous vos copains pour leur demander de vous rejoindre dans cette association et bien sûr, vous donner des arguments pour justifier la création de cette association. Voilà. Ensuite, quand ils ont écrit leur email, ils passent en travail de groupe. Donc, voilà, travail de groupe. Alors, dans la phase précédente, on était dans l'utopie, c'est-à-dire ça va être sympa, on va reprendre la main sur notre alimentation, on va faire ça tous ensemble, ça va être une structure démocratique. Et puis là, on veut que les élèves se heurtent au réel, c'est-à-dire qu'on leur dit, ben voilà, maintenant, la cagette va ouvrir et vous commencez à rencontrer des problèmes. Et les problèmes, ça va être, il faut réfléchir sur des choix d'approvisionnement. Le thème de travail, la consigne va être choisissez les 2 types de tomates qui seront vendues à la cagette. Alors, on leur propose 6 types de tomates qui partent évidemment des tomates produites industriellement dans le sud de l'Espagne, avec des serres chauffées, donc très coûteuses écologiquement et qui coûtent 80 centimes le kilo. Et à l'autre pôle, c'est la production de tomates locales, bio, naturelles, etc. Et on demande aux élèves de prendre le rôle de 4 personnages qu'on a appelés Malika, Anne, Julien, Jérémy. Et chacun a un profil très différent. C'est-à-dire qu'il y en a un, par exemple, qui veut à tout prix une alimentation saine et un ou une, je ne sais plus, qui veut surtout payer pas cher et qui va à la cagette parce que c'est tout près de chez lui ou de chez elle. Voilà. Donc, on voit qu'il y a derrière des choix politiques à faire. Donc, donc c'est un groupe de 5. Donc, on a 4 personnages. Chaque personnage va défendre le choix
qui lui correspond au niveau des tomates. Il va argumenter et tous les 4 ensemble devront se mettre d'accord, trouver un consensus pour décider quelles tomates vont être vendues à la cagette, quel type de tomates. Et il y a une 5e personne dans ce groupe qui est un observateur qui a une grille d'écoute du groupe où il note qui a pris la parole, comment s'est pris la décision, combien de fois chacun a pris la parole, etc. À la fin du travail de groupe, ce fameux observateur fait un compte-rendu à la classe où il explique comment a été prise quelle décision a été prise, quelles tomates ont été choisies et comment ils ont fait comment s'est passée la prise de décision. On va passer à la diapositive suivante. Donc, dans la situation suivante, là, donc, précédemment, on a travaillé sur quel approvisionnement, quels produits acheter et diffuser. Là, on travaille sur les enjeux de la démocratie. Donc, l'objectif, c'est d'explorer les différentes modalités du fonctionnement démocratique, consensus, consentement, majorité. Donc, on va donner aux élèves une documentation qu'on voit sur l'écran. Enfin, on ne le lit pas bien, mais vous le trouverez sur notre site. Donc, on leur donne quelques éléments de réflexion sur les différentes formes de démocratie, sur les problèmes qui se posent à la cagette, parce qu'évidemment, c'est difficile de prendre les bonnes décisions et c'est difficile que ceux qui font le boulot aient la voix aux décisions et que ce ne soit pas ceux qui ne font pas le boulot qui disent aux autres ce qu'ils doivent faire. Bon, on raconte un peu les difficultés qu'ont rencontrées la cagette au niveau d'un fonctionnement démocratique. Donc, on demande aux élèves, donc à ces nouveaux groupes, est-ce que tout le monde a participé à la décision? Est-ce que ce fonctionnement vous a paru positif ou négatif? Et on leur demande, d'après vous, la cagette peut-elle être plus efficace économiquement tout en améliorant son fonctionnement démocratique? Et on leur demande de formuler 3 conseils. Donc, on voit qu'on est là dans le débat, qu'on est dans le conflit d'idées, qu'on est dans la production d'idées. Et là, je fais référence à ce que j'ai expliqué dans l'introduction. Ça fait référence, le débat, ça fait référence au fait que souvent dans les stéréotypes, on pense que la démocratie s'oppose à un fonctionnement démocratique. Et là, on essaie de montrer que ce n'est pas forcément le cas. Voilà. Donc, c'est la fin du travail de groupe. La phase suivante, donc diapositive suivante. 1 ou 2 élèves de chaque groupe présentent leur affiche à l'ensemble de la classe. Tout le monde est réuni. Et là, on débat avec 3 pistes de travail. Première piste de travail, quel approvisionnement, comment remettre la main sur son approvisionnement, comment reprendre le contrôle. Deuxième piste de travail, qu'est-ce que c'est qu'une organisation démocratique et comment surmonter les difficultés de la démocratie. Et la troisième piste de travail, c'est la métacognition, c'est-à-dire comment vous avez travaillé, comment vous avez appris, à quel moment vous ont paru positifs pour apprendre ou quelles consignes vous ont gêné, parce que c'est important que les élèves ou que les personnes formées comprennent comment elles apprennent. Et donc qu'elles se construisent des méthodes de travail. Voilà. Alors là, le rôle du professeur est un petit peu difficile parce qu'il faut qu'il soit attentif à toutes les réactions des élèves, qu'il note les éléments essentiels au tableau, qu'il relance le débat si le débat s'épuise, qu'il l'oriente si ça part dans tous les sens. Là, c'est un moment de concentration forte pour la personne qui anime la séquence. Voilà, dernière diapositive. Donc, dernière diapositive, c'est pour vous encourager à animer cette étude de cas. D'abord parce qu'elle est gratuite, téléchargeable gratuitement sur le source de ESS. Il y a en fait 2 documents. Un document prof avec toutes les explications pour animer et un document élève avec juste les 4 pages de documents. Animer ce dispositif, c'est facile parce que animer un travail individuel, ce n'est pas compliqué pour un enseignant. Les contenus sont animer un travail de groupe, ce n'est pas compliqué non plus. Les contenus sont simples à appréhender. Et alors en plus, ça s'intègre bien dans les programmes. Donc j'ai cherché dans les programmes collège, lycée, BTS, etc. Dans quel cadre des programmes on peut animer la cagette. Mais ça, je ne vais pas vous le commenter parce que c'est un catalogue et ça vous sera fourni dans les documents. Voilà, merci. Bien sûr, je réponds à vos questions. Merci Sylvie.
sauf s'il y avait une question vraiment tout de suite, sinon on la prendra plus tard. On va passer il reste deux présentations d'outils, donc je vais passer la parole à Cédric Maturel d'Ygraine. Alors, effectivement, juste un instant, il y avait une petite question. Est-ce que je peux la poser rapidement? Bien sûr, vas-y. Ça concernait justement la fin de votre intervention. Quelqu'un se demandait si l'étude de cas à la CAGED pouvait être reliée à une discipline en particulier. Donc, la géographie, l'économie, la technologie, par exemple. Je réponds? Oui, vas-y, Oui, réponds. allez-y. Moi, oui. Alors, c'est les disciplines reines pour enseigner l'économie sociale et solidaire, c'est l'option management, économie et management en seconde, c'est la filière STMG où on fait tout le temps référence à l'ESS, c'est bien sûr les BTS, mais on peut aussi l'enseigner dans un cours d'histoire. Je crois qu'il y a un thème sur la démocratie. Et puis, ça fait référence quand même à l'histoire de l'ESS au 19e siècle, qui est, je ne sais plus, le problème de 4e peut-être, dans tout ce qui est parcours citoyen, parcours, bon, je ne sais plus, il y a 3 ou 4 parcours interdisciplinaires en collège. On peut aussi l'enseigner en sciences économiques et sociales dans toutes les parties du programme qui font référence à la diversité des organisations. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Merci Sylvie. Donc on passe la parole du coup à Cédric maintenant, d'Ygraine. Ouais, merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Du coup, je m'appelle Cédric et je travaille pour Ygraine. Ygraine, c'est un mouvement d'éducation à la citoyenneté mondiale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est composé d'une grande équipe d'éducateurs et de pédagogues et on intervient sur tout le territoire national, à peu près. Avec dans l'idée donc de travailler avec nos bénéficiaires à développer des compétences et des savoir-être et des savoir-faire inhérents à notre volonté de vivre dans un monde un peu plus solidaire et plus responsable. Donc je vous en fais pas le détail et puis je crois qu'il faut que je sois un peu plus rapide. Alors du coup aujourd'hui je viens vous présenter un petit outil clé en main qui est assez historique au sein du mouvement, qui est là depuis ses débuts et qu'on appelle les itinéraires. Qu'est-ce que c'est exactement? Donc c'est un outil qui consiste à retracer avec les participants le trajet qui est parcouru par un produit donné avant d'arriver entre les mains de son utilisateur. C'est-à-dire que on part par exemple, nous, notre outil phare, c'est l'itinéraire d'un steak haché, celui sur lequel on a le plus travaillé. Et donc, on va partir voilà, du steak haché qui est dans l'assiette de l'utilisateur. Et avec les gens qui composent le groupe, on essaye de retracer collectivement, de créer du savoir, c'est-à-dire, OK, donc avant qu'il soit dans mon assiette, où est-ce qu'il était exactement? Qu'est-ce qui s'est passé? OK, avant c'était du bétail, d'accord, et qu'est-ce qui est arrivé à ce bétail? Est-ce qu'il a été transporté, etc., etc. Je vous en dirai un peu plus tard. Les objectifs de cet outil, dans un premier temps, c'est de sensibiliser les participants à de nombreux enjeux qui sont interconnectés. Donc des enjeux économiques, écologiques, sociaux, et en objectif pédagogique, ce qu'on veut noter aussi, c'est que c'est un outil qui est ultra adaptable et qui a plein de formats différents qui lui permettent de toucher à peu près tous les publics scolaires. Je vous ferai le détail un peu plus tard. Également, ce qui nous intéresse dans cet outil, c'est que à chaque phase qui va poser problème sur le parcours rencontré par le produit, en fait, on va pouvoir proposer à ce moment-là une alternative qui est portée par l'ESS. Et c'est ça qui va nous permettre donc de lier à la fois les questions de développement durable et d'économie sociale et solidaire. Donc, c'est un outil qui nous permet, comme c'est écrit, de montrer l'interdépendance des enjeux de la crise mondiale et d'aborder une notion à laquelle on tient beaucoup au sein de notre mouvement, c'est celle de la pensée complexe. Et donc, l'idée que toutes les choses sont parties du même tissu et qu'on ne peut pas en prendre qu'une. Et que donc, ce que vient illustrer l'ESS à ce moment-là, c'est que s'il y a un problème qui est systémique et que les choses sont entremêlées, alors il y a la nécessité d'apporter une réponse systémique. Pour vous faire un petit exemple de comment l'outil fonctionne dans l'animation,
tel qu'on a tendance à l'animer. On va prendre une carte du monde et on va inviter les participants à retracer ensemble, comme je vous le disais, l'itinéraire d'un steak haché. Donc ce steak haché qu'ils ont devant eux, il a été acheté dans un supermarché, a priori proche de chez eux, d'accord. Mais cependant, ce steak haché, il avait d'abord été emballé avec les autres steaks dans un emballage en carton. Ce carton, il a lui-même été fabriqué ailleurs. Alors à ce moment-là, sur notre carte du monde, on peut tracer un trait, on peut pointer, on peut faire ce qu'on veut. Mais avant cela encore, le steak, il a été recouvert d'un emballage plastique pour permettre sa conservation. Et puis le plastique, en fait, avant ça, il avait été fabriqué dans une usine. Et puis il a été transporté jusqu'à mon steak. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. On remonte en fait toutes les boucles. On peut aller jusqu'à l'engrais qui a permis de faire pousser le céréal, qui a permis de nourrir la bête qui a donné le steak. Évidemment, comme je vous l'ai dit, l'idée c'est de montrer l'interdépendance de tous les enjeux de la crise mondiale qu'on traverse et donc d'appréhender de la pensée complexe. Donc j'avais évoqué différents types de formats pour différents types de publics. On va proposer, nous, un premier format pour les publics scolaires les plus jeunes en cycle 2 et 3, donc CM1, CM2, 6e. On va proposer un format timeline. L'idée, c'est d'avoir une petite frise chronologique. On a des vignettes avec les parcours, les étapes du parcours traversées par le produit, et donc les participants sont invités à essayer de les remettre dans le bon ordre chronologique. Et ensuite, dans un second temps, on va proposer des cartes ressources à accrocher aussi sur la même timeline, à appliquer en fait sur donc les étapes du parcours. Donc par exemple, on va avoir des cartes utilisation de pétrole, des cartes utilisation de l'eau, des cartes émissions de CO2, etc., qui vont être accrochées aux différentes étapes du parcours. Pour sensibiliser aux questions de développement durable. Et enfin, dans un troisième temps, et là, on va être plus dans un temps d'échange et de co-construction avec les participants et l'animateur. L'idée, c'est de venir casser un petit peu le schéma, le cycle de la timeline, en venant proposer des alternatives de l'ESS qui viennent voilà, couper cette boucle de consommation. Un deuxième format, là, c'est pour les participants qui seraient un peu plus âgés, donc cycle 4 et plus, collège et lycée, où c'est celui que j'évoquais au début, l'animateur n'aurait pour seul matériel qu'une carte du monde, et ensemble, on crée le contenu et on crée la frise chronologique. Et l'idée, c'est voilà, là, c'est plutôt de favoriser l'échange, les compétences transversales, de savoir communiquer, travailler en groupe, etc. Voilà. Et enfin, un dernier format qu'on n'a pas encore déployé et qu'on est ravi de pouvoir d'avoir pu réserver pour ce moment-là. C'est le même exercice, mais en parcours digital. Et on a choisi cette fois-ci, par contre, de se positionner sur le téléphone pour essayer de toucher des enjeux qui peut-être touchent les publics scolaires les plus jeunes. Et donc, c'est un parcours éducatif 100% digitalisé, 100% clé en main. Tu peux lancer la vidéo. L'idée, c'est donc d'avoir ce parcours qui est sous forme de quiz un petit peu. Je vais attendre que la vidéo avance un petit peu. On va commencer par les impacts géographiques de tout le cycle de vie du téléphone, de la conception, de l'extraction, la fabrication, l'assemblage, la distribution, jusqu'à l'utilisation de l'appareil et sa fin de vie. Et ensuite, on va détailler donc dans ce système complexe tous les impacts que peuvent avoir ces phases-là de la vie du produit. Et enfin, en dernier temps du parcours, on va proposer donc des méthodes d'action pour toujours briser ce cercle vicieux et évoquer les notions de citoyenneté mondiale et de mobilisation citoyenne pour du comment agir une fois qu'on a fait le constat difficile de l'impact qu'on a sur notre environnement. Du coup, à la suite donc de ma présentation, on vous fera parvenir un dossier contenu dans lequel vous trouverez toutes les données qui vont vous permettre d'animer cet outil.
et donc, ce pour la timeline et l'itinéraire du steak haché, donc qui vont, comme je le disais, vous permettre de travailler des questions à la fois écologiques, économiques et sociales, développement durable, et tout en travaillant voilà, les compétences transversales du collectif à travers la recherche d'alternatives de l'ESS. Donc, on vous invite à vous emparer de cet outil, à créer de nouveaux itinéraires, et ce pour n'importe quel produit de la consommation. En vous prévenant que voilà, nous on vous propose un outil clé en main pour l'itinéraire d'un steak haché, mais si vous voulez évidemment changer le produit, ça nécessite un certain temps de préparation qui est très long selon l'objectif que vous souhaitez atteindre. Donc si on veut réunir par exemple d'autres données sur des lieux de production, les kilomètres qui les séparent, les émissions de CO2 que ça peut provoquer, etc. Et également pour préparer une conclusion, enfin ça demande un certain temps, mais on vous invite quand même à le faire vivre et à le déployer. Merci Cédric. Je crois qu'il y a des questions qui sont arrivées pendant la présentation. Oui, alors je vais rebondir sur la dernière remarque, justement sur la possibilité d'adapter un itinéraire spécifique. Est-ce qu'il est possible, entre guillemets, de commander auprès des graines un parcours spécifique, par exemple, là, un parcours automobile depuis la production à sa vente pour l'empreinte carbone, le coût en eau, etc. Donc, ça concernerait les lycées pro. D'accord, c'est complètement possible, en effet. On a pu déjà faire ça par le passé pour l'itinéraire de bouteilles en verre, l'itinéraire de sacs plastiques. On a déjà été commandité sur des choses comme ça, complètement. Très bien. Une autre question sur le format digital. Est-ce qu'il y a un nombre maximum de participants? Si oui, combien? Non, pas du tout. Alors, c'était peut-être pas très clair, désolé, dans ma présentation. C'est un format qui se fait seul, en fait. Voilà. C'est sur une page qui est cachée sur notre site internet. On vous fournira le mot de passe pour y accéder. Et voilà. Donc, il n'y a pas de limite de participants. Très bien, merci. Et pas d'autres questions pour l'instant? Il y en a d'autres, mais peut-être qu'on peut… Oui. Voilà. On poursuit et puis on verra après à la fin s'il nous reste un peu de temps. Donc, dernière intervention pour présenter un outil, donc Magali Vence de l'OCCE Corse du Sud, pour un outil qui s'adresse plutôt aux primaires, il me semble. Oui, alors en fait, on ne va pas présenter un outil, un jeu, et là c'est Martin Vence et Magali Guglielmi, association OCCE de Corse du Sud. Donc, on va présenter notre partenariat avec la Crèce Corsica. Depuis maintenant 6 ans que nous mettons en place, avec un an d'avance au départ, la semaine de l'ESS à l'école. Et donc, c'est une association membre de la fédération OCCE. Il y en a 102, il y en a dans chaque département. Vous pouvez vous rapprocher de vos associations. Ici, c'est un CA de 15 bénévoles qui sont tous enseignants et je suis moi-même bénévole, c'est-à-dire que je suis directeur d'école en réseau d'éducation prioritaire. L'OCCE promeut la pédagogie coopérative. Tout à l'heure, ce que disait Sylvie Cordès a spécialement résonné en moi, puisque j'ai besoin des autres pour réussir. Et si mon voisin n'a pas réussi, j'ai pas réussi non plus. Donc, c'est vraiment bien coopération et pas concurrence dans ce qu'on essaye de promouvoir. Nous apportons dans le primaire des fondements aux collègues qui ne connaissent souvent pas l'ESS, malheureusement, alors que chez nous, je crois que c'est entre 12 et 15% des emplois. Il y a une vraie existence de l'économie sociale et solidaire dans la région. Et ça permet de sensibiliser les élèves dès le plus jeune âge au fait qu'une alternative existe. Donc, nous faisons découvrir ce qu'est l'ESS, ce qu'est l'ESS pour eux à moins de 5 minutes à pied de l'école, et nous essayons de leur faire vivre des situations avec les jeux coopératifs. Pendant la semaine, nous avons 2 types d'actions. Pendant la semaine, nous allons dans les classes pour une action d'une demi-journée. Et nous avons aussi quelques écoles qui, grâce à cette semaine, ont développé des actions sur le plus long terme qui seraient proches de mon ESS à l'école, sans être complètement labellisées de ce côté-là, mais les labels, bon, ça s'y est un peu dessus. La demi-journée est en 4 temps. Nous avons, avec un petit 5e, nous avons d'abord, puisque nous
promouvons la pédagogie, mais nous gérons aussi les coopératives scolaires. Nous commençons, nous, en tant qu'OCCE, à montrer aux enfants en quoi la coopérative scolaire respecte les principes un enfant, une voix, un pouvoir de décision, la solidarité, la proximité et l'entrée éco-responsable. Ensuite, intervention de la CRES Corsica qui fait la liaison avec le monde extérieur et qui demande aux enfants dès le plus jeune âge s'ils sont membres d'une association sportive, s'il y a une coopérative agricole près de chez eux. On travaille beaucoup avec le rural et qui montre à quel point les enfants connaissent déjà l'ESS sans le savoir, hein, comme si on faisait de la prose sans le savoir. Ensuite, après la récréation, on recadre par un petit film dont je vous donnerai le lien tout à l'heure. Et nous avons un intervenant d'une entreprise qui vient présenter ce que cette entreprise fait. Je vais développer ça très rapidement après. Et ensuite, nous prenons le relais avec 4 jeux différents que nous avons mis en place. Donc, pendant la semaine, nous avons, comme je vous le disais, l'intervention, là, ici, vous voyez la CRES Corsica et la représentante de la MGEN qui est là, qui vient illustrer devant les enfants. Là, pour l'instant, on est en frontal, c'est-à-dire qu'on explique, ils écoutent. Hein, et on sensibilise, on essaye de faire le plus court possible. Ensuite, nous avons sur la diapo suivante une entreprise d'insertion qui vient ici, c'est une recyclerie en fait, hein, qui récupère tout ce qui était au départ les D3E, les déchets électriques, électroménagers, électroniques, et qui a pu déboucher sur un partenariat avec une école de manière décentralisée, on va dire. Et à côté, nous avons la Maïf qui intervient en montrant aussi toutes ces activités qui sont différentes de celles d'une assurance comme AXA ou autre. Pour recentrer les enfants, là vous avez le lien que vous aurez donc sur le fichier avec un film de 5 minutes avec les éditions Tralalaire et l'OCCE. Donc vous avez le lien. Si vous voulez pas faire un copier-coller, vous cherchez sur Quant, hein, plutôt que Google sur Quant, vous cherchez OCCE Tralalaire ESS et ce film-là, vous l'avez directement. Les jeux de l'ESS que nous présentons, là, ça rejoint un petit peu les outils. Celui-ci, je vais le développer un peu plus parce qu'il est en relation avec le secondaire dès le collège, à mon avis. C'est un jeu qu'on a appelé les mystères de l'ESS avec un clin d'œil pour les mystères de Pékin, malgré le risque de plagiat, où des enfants choisissent une série de questions, par exemple sur la question jaune, doivent aller dans différents secteurs d'activité, l'aide à la personne, l'ESS, hein, que vous voyez, ce sont les rectangles bleus, verts, violets sur le plan de jeu. Et quand ils ont ça, ils ont la question correspondante, qu'ils avaient sur leur carte de jeu jaune. Par exemple, quels sont les principes de l'ESS, c'est ce qu'on a ici. Et sur la carte qu'ils ont retournée, ils ont les réponses. On est non pas dans le jeu où on vérifie les connaissances, c'est pas de la question pédagogique, on est là pour acquérir des connaissances. Donc, c'est en lisant qu'ils apprennent. Hein. C'est ce qu'on pourrait appeler un jeu cadre. Voilà, d'autres jeux où la difficulté n'est pas le jeu lui-même, mais le fait de coopérer. Et là, ce sont le jeu de la coopérative laitière et les jeux des AMAP, où on rejoint ce que disait Cédric tout à l'heure sur la dimension éco-responsable, où on a un groupe d'élèves qui est producteur, un groupe d'élèves qui est consommateur, et l'on veut satisfaire, on a un contrat où on doit avoir dans le panier tant de légumes du jardin, tant de produits de la ferme, d'herbes aromatiques, et on se rend compte que ceux qui sont producteurs, naturellement, au départ, et ça fait mal, commencent par essayer de piéger l'autre. Et en fait, tout l'apprentissage du jeu, c'est de montrer que le producteur va produire pour rendre service à l'autre. Voilà. Vous avez dans les dernières diapos, je pense, une photo un peu avec les enfants.
et un lien vers une émission de radio que j'avais enregistrée en 2016 dans une école rurale où les enfants racontent l'intervention. Voilà, dans la deuxième part dont je parlais tout à l'heure, qui est accompagnée, nous avons actuellement 2 écoles, une qui part avec la MGEN, dont quelques membres du conseil d'administration viennent assister à des conseils copés d'élèves d'école et font la comparaison sur les principes un élève, une voix sur la proximité. Et je vous en parlais à l'instant, la micro-entreprise. Voilà, j'espère n'avoir pas été trop long. Je vous remercie beaucoup. Est-ce moi qui n'entends rien? Anne, le micro est coupé. Oui, pardon, tout à fait. Je parlais depuis tout à l'heure. J'ai dit non, c'est parfait, le timing est bien respecté. Il nous reste encore un temps de conclusion avec Agathe de l'ESPER, mais est-ce qu'avant, Mathieu et Natacha, il y a quelques questions à poser ou est-ce qu'elles feront toutes l'objet d'une réponse dans la foire aux questions? Pas de questions pour le moment. Moi, j'en aurais peut-être une. C'est où est-ce qu'on peut trouver les jeux cités en libre accès? Et si oui, à quel endroit? Martin? Oui, pardon. Non, pour l'instant, il faut les demander parce que j'ai repris une école et je n'ai pas eu le temps de faire le mode d'emploi pour construire les jeux à partir du PDF. Donc, nous, on sait le faire. On peut envoyer les PDF et ça sera l'occasion pour nous de justement faire ce mode d'emploi. Merci Martin. Du coup, je vais laisser la conclusion à Agathe, quelques mots de conclusion. Agathe Ribas, donc de l'ESPER. Merci Anne. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, je suis Agathe Ribas, chargée de mission développement régional et en charge de la semaine de l'ESS à l'école à l'ESPER, dont on a un petit peu parlé juste avant. Je souhaiterais conclure sur 2 éléments principaux et notamment vous présenter le portail de l'économie sociale et solidaire à l'école, qui est donc le site ressourcesess.fr. Qui regroupe à ce jour plus d'une centaine de ressources pédagogiques de différentes sortes, que ce soit des vidéos, des jeux de cartes, des jeux de plateau, comme le traité ZZ dont Anne vous a parlé plus tôt, mais aussi des jeux comme les idées reçues sur l'ESS qui permettent d'aborder l'économie sociale et solidaire avec une vision un peu critique et d'entraîner un petit peu le débat auprès de vos élèves. Il y a également des supports de cours comme l'étude de cas sur la cagette que vous a présenté Sylvie Cordès auparavant. Voilà, tous ces supports-là sont en libre accès gratuit sur le site ressourcesess.fr. L'autre élément que je voulais aborder aujourd'hui avec vous et vous présenter, c'est le comité pédagogique, comité scientifique aussi, qu'on peut appeler parfois Ressources ESS, qui est un comité composé à ce jour, une dizaine d'enseignants de différents niveaux, des enseignants chercheurs, des enseignants au lycée, au collège, des inspecteurs académiques, également des chargés de mission sensibilisation à l'économie sociale et solidaire au sein des CRES, qui fait un groupe très riche avec des compétences et des connaissances différentes sur l'économie sociale et solidaire et sur la pédagogie. Ce groupe se réunit plusieurs fois par an à l'ESPER et a pour objectif de créer et de diffuser des dispositifs de construction du savoir sur l'économie sociale et solidaire. Le groupe a aussi une autre fonction qui est d'animer à la demande dans des classes ou lors de formations enseignantes les outils qu'il crée. Voilà, on va en dire 2 mots juste après, puisque ce groupe donc crée à la fois des outils, que ça peut être des supports de cours, ça peut être des fiches pratiques, mais également des études de cas. À ce jour, 3 études de cas sont créées ou vont être créées. La première concerne la mutuelle des motards. Donc, l'idée, c'est d'aborder avec les élèves l'histoire de cette mutuelle et également, par ce biais-là, ce qu'est une mutuelle. La Cagette, donc le supermarché coopératif à Montpellier, qui est aussi une étude de cas qui a été créée, qu'on vous a présenté. Et voilà, via tous les liens que j'ai mis sur cette slide-là,
vous pouvez avoir accès aux ressources directement. Voilà, un appel aussi également, si vous souhaitez rejoindre ce groupe de travail, c'est tout à fait possible. Voilà, en nous contactant directement sur l'adresse ressources ESS. Tous les outils qui vous ont été présentés auparavant peuvent être animés à tout moment de l'année. Vous pouvez faire appel à différents intervenants au sein de l'ESPER ou au sein des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire, donc les CRES, mais aussi lors de temps forts spécialement dédiés à l'économie sociale et solidaire, qui est la semaine de l'économie sociale et solidaire à l'école, portée par l'ESPER, l'OCCE et COPFR. L'année prochaine, donc l'année scolaire 2020-2021, la 4e édition de la semaine de l'ESS à l'école est reportée du 9 au 14 novembre 2020. Et il y aura aussi également une semaine de l'ESS à l'école en mars 2021, comme tous les ans. Ces outils pédagogiques à destination des enseignants et des élèves pour parler d'ESS peuvent aussi être animés pendant le mois de l'économie sociale et solidaire, qui est un mois spécialement dédié à l'ESS, tout public, au mois de novembre 2020. Donc, vous avez également les liens vers les sites internet pour avoir plus d'éléments sur ces 2 événements phares. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Après, donc, il y avait la partie rejoindre le groupe. N'hésitez pas à nous envoyer un mail donc à l'adresse qui s'affichera juste après. Merci beaucoup. Merci Agathe. Il me reste juste à conclure en remerciant déjà tous les intervenants qui ont donné de leur temps pour vous présenter des outils pédagogiques pendant ce temps-là, et également vous participants d'être venus écouter ce webinaire. Je vous rappelle que ce webinaire ainsi que les 2 précédents seront en ligne sur le site ressources ainsi que sur les sites des CRES, et que vous y retrouverez également la liste des correspondants de l'ESPER et la liste des chargés de mission sensibilisation dans les CRES. Il ne faut pas hésiter à les solliciter. Ils vous mettront en lien avec les différents acteurs du territoire et pourront intervenir gratuitement dans vos établissements. Voilà, je vous souhaite un bel été à tous et je vous dis à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir.